Bienvenue sur CRPE Success, le podcast dédié au CRPE pour t'accompagner dans la préparation de cette année. Partage d'expériences, accompagnement, organisation et motivation, tu es au bon endroit pour la réussite de cette année. Pour ce premier épisode, nous partons à la rencontre d'un ancien lauréat du CRPE. Sa voix a aidé de nombreux candidats. De la radio à l'enseignement, Maître Ulysse, la voix du CRPE, nous partage aujourd'hui son parcours. Alors tout d'abord, merci Ulysse d'avoir accepté cette invitation pour le premier épisode de la chaîne. On va faire un petit peu le tour de tous les candidats qui ont réussi le CRPE et par leur partage d'expérience qui vont pouvoir aider les autres à leur tour. Donc tout d'abord, si tu pouvais te présenter succinctement. Alors, je m'appelle Ulysse Khalif, je suis professeur des écoles depuis 2018, l'année où j'ai réussi le concours à ma deuxième tentative. Et je suis dans le Grand Est, la région Grand Est, et je suis affecté en Moselle, dans le département 57. Voilà. Super. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cursus avant de t'être présenté au CRPE? Qu'est-ce que tu as fait comme études? D'où tu as commencé et qu'est-ce qui t'a amené par la suite à vouloir devenir enseignant en passant le CRPE? Ouais, c'est pas un truc qui s'est dessiné dans ma tête on va dire, dès le collège-lycée, comme pour beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer. Il y a beaucoup c'est une profession très féminine, donc il y a beaucoup de filles à qui j'ai parlé qui m'ont dit ouais, moi depuis que je suis toute petite, je vais être maîtresse et tout. Moi, c'était vraiment pas ça. Euh, Ça a commencé vraiment tard. C'est venu quand j'étais journaliste, c'était mon métier d'avant. C'est là que j'ai eu un peu le déclic de me dire c'est là que j'ai envie d'être enseignant. Mais si je reprends dans l'ordre chronologique, moi j'ai fait un bac économique et social sans mention parce que j'étais pas super travailleur à l'époque. C'était en 2010. Waouh, ça fait 10 ans là, je viens de capter. Il y a 10 ans, j'ai passé le bac. Après, j'ai fait une licence d'histoire Ouais. parce que je voulais être journaliste et je m'étais dit ça c'est un truc pour consolider la culture générale parce qu'il y a beaucoup d'épreuves de culture G quand tu passes les concours d'école de journalisme. Je m'étais dit ouais c'est le meilleur plan pour consolider ma culture G. Donc j'ai fait ma licence, ça m'a pris 3 ans. Et à la fin de la troisième année, il fallait passer les concours d'école de journalisme. Donc j'en ai passé un certain nombre et j'ai été admis à l'école de journalisme de Grenoble. Ouais. Donc là, j'ai fait 2 ans, c'était un master. Je me suis spécialisé en radio. Et ensuite, après ça, j'ai travaillé à Radio France, donc dans le réseau France Bleu, pendant 2 ans, de 2015 à 2017. J'ai raccroché la radio c'était le 30 avril 2017, je me rappelle. Donc voilà, là, ça fait 3 ans maintenant que j'ai arrêté. Et c'est donc pendant ma période radio que l'envie de devenir enseignant m'est venue. Je me rappelle très bien l'histoire que je raconte à chaque fois, hein. Il y avait des stagiaires à la radio, je les prenais toujours sous mon aile, je les emmenais en reportage. En revenant de reportage, je continuais de les suivre, je leur faisais monter des petits sujets. Je leur disais, vas-y, monte-moi un truc, fais-moi écouter après. Puis après, je leur faisais des retours en disant, alors ça c'est bien, mais ça tu peux encore l'améliorer. Je leur apprenais vraiment tout ce que je savais, toutes les techniques d'interview, les techniques de montage sur l'ordinateur, etc. Et au bout d'un moment, je me suis demandé, mais est-ce que t'aimes pas plus justement former les gens, transmettre connaissances, compétences, etc. Est-ce que tu préfères pas plus ça que être journaliste à la radio? Donc j'ai pris le temps de la réflexion et au bout d'un moment, je me suis dit c'est clair et net, ce que je préfère c'est enseigner. Donc je me suis renseigné sur comment le faire, sur auprès de qui enseigner aussi parce qu'il y a pas mal de possibilités. Moi, je m'étais dit que je voulais plutôt enseigner dans le premier degré parce que c'est un âge où les élèves, je trouve, c'est un peu une lapalissade, hein, c'est évident, mais je pense que c'est l'âge où ils sont les plus malléables. Donc c'est l'âge où tu peux avoir un impact qui est vraiment le plus grand. Et puis, en tant que journaliste, j'étais assez polyvalent. Je traitais de tout un tas de sujets sur des thèmes différents. Tu vois, tu fais de l'économie sociale, politique, sportif, etc. Et quand tu es prof des écoles dans le premier degré, t'as pas une matière de prédilection. Tu dois être polyvalent et savoir enseigner sur tous les sujets. Et donc, je m'étais dit que un pont encore plus logique pour moi. Et puis, c'est un métier qui est assez semblable. Enfin, c'est différent évidemment. Journaliste et enseignant, c'est pas la même chose.
mais c'est la même chose dans le sens où tu t'adresses à un public, tu dois être clair, tu dois te faire comprendre, tu dois transmettre un message. Et tu as, souvent on dit, ouais, les journalistes doivent faire preuve de pédagogie quand ils parlent de sujets un peu techniques pour le grand public. Bah là, c'est un peu pareil, tu dois être accessible auprès d'un grand nombre, mine de rien, parce que même quand tu es face à 20 ou 30 élèves, c'est un grand nombre de personnes. T'es pas dans une relation duel systématiquement. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui ont fait que voilà, je me suis reconverti. Et là, ça fait 2 ans que j'enseigne et je regrette pas du tout. C'est vraiment, j'ai trouvé l'épanouissement. Donc voilà, je suis ravi. Parce que quand on se dit aimer transmettre, c'est une chose. Après, pourquoi t'être dirigé plutôt vers l'enseignement sur le premier degré et pas être resté en radio et continuer à former ou peut-être devenir enseignant dans les écoles de journalisme? C'est vraiment toi le public qui t'a attiré, c'est vraiment le public du premier degré. Ouais, oui, c'est ça. En fait, je m'étais dit que j'avais vraiment envie de travailler auprès d'enfants pour parce qu'il y a tous les aspects, certes, tu vois, on va dire, voilà, tu leur apprends connaissances, compétences, etc. Mais il y a aussi tout le savoir-être qui pour moi est super important. Là, je le vois cette année. Certes, les contenus, la didactique, etc. J'y suis très attentif. Je mets beaucoup de soins dans les préparations et tout. Mais sur le climat de classe, c'est vraiment une thématique qui m'intéresse particulièrement. J'aime bien juste montrer que ça sert à quelque chose d'essayer de se perfectionner en tant qu'être humain. Tu vois, juste, tu vois, limite, voilà, je vous demande pas de savoir, voilà, calculer un périmètre avec les formules et tout ça. Ok, d'accord. Mais je vous demande aussi de respecter vos camarades. Je vous demande d'apprendre à être de meilleurs êtres humains. Je sais pas comment le dire plus précisément que ça. Je pense que tu vois un peu de quoi je parle. C'est vraiment le côté l'aspect humain, le fait d'être une mini communauté. Voilà, la classe c'est un cercle très fermé. On passe toute l'année ensemble et, euh, et j'ai envie que les élèves apprennent à vivre mieux ensemble. Tu vois, c'est des formulations un peu pompeuses, mais c'est vraiment les trucs là qui m'intéressent au-delà de ce que je transmets strictement. Et je me répète, mais comme c'est des enfants, comme c'est le plus jeune âge, je trouve que c'est là que, voilà, sur le savoir-être, j'ai le plus à donner et les élèves me le rendent bien. Et j'ai senti là depuis 2 ans que vraiment j'arrive à avoir un impact positif là-dessus. Donc ça me motive encore plus à continuer. C'est tout à fait ça. C'est l'impact qu'on peut donner sur ce jeune public, sur des gamins qui va être super important pour eux parce que ça va être des souvenirs quand même très marquants. Je sais pas pour toi, mais moi je sais que quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, certains enseignants sont restés et puis même 20 ans Exactement. après, ils sont toujours dans les esprits et c'est ce qu'ils ont apporté qui nous permettent aujourd'hui d'être des adultes responsables aussi. Tu sais quoi? C'est exactement ça. Et je vais essayer de retrouver un message, parce que tu sais, pendant le confinement, sur Messenger, des fois, t'es amené à échanger avec des parents, t'échanges pas forcément par les canaux traditionnels. Et il y a une maman qui m'a écrit un message. Je te le lis. Euh, je suis content de pouvoir. Ah non, ça c'est moi qui lui ai répondu. Elle dit: Bonjour, je tenais à vous remercier pour cette année. Vous avez su capter l'attention des enfants et leur transmettre votre passion de l'enseignement. J'espère que vous garderez encore longtemps votre énergie et votre enthousiasme, car les enfants ont été très sensibles. Vous faites partie de ces professeurs qui marquent leur passage dans la vie d'un enfant. Je vous souhaite de belles vacances, bien à vous. Donc voilà, c'est ce que tu disais. Tu vois, moi c'est vrai que dans mon inconscient, j'ai envie d'être voilà, pas d'être un prof jetable, tu vois, dont les élèves ne se souviennent pas. J'ai envie d'être, voilà, je veux qu'ils se souviennent de Maître Ulysse et qu'ils en reparlent pendant, voilà, des années plus tard en se disant, c'était vraiment un monsieur bien, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Donc voilà, je te rejoins à 100% sur ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense, une nouvelle façon aussi de voir l'enseignement, parce qu'on est quand même, toi, tu es quand même jeune, donc tu as une différence d'âge qui est pas énormément importante, comme on pouvait le voir nous quand on était plus jeunes. Oui, Et c'est une question de respect mutuel en fait. C'est pas de se mettre au-dessus des élèves, mais c'est d'être égal à égal et puis de partager des moments, tout dans le respect. voilà. Et ça, c'est un équilibre qui est difficile à trouver, surtout pour les jeunes profs. Enfin, moi, j'en ai un peu fait les frais, surtout l'année dernière. Là, cette année, l'équilibre était un peu meilleur, mais c'est toujours le truc de être d'égal à égal,
l'écart d'âge est assez mince, mais faut pas être toujours le piège de ne pas être copain. Tu vois, ça, Ouais. on me l'a répété constamment. On m'a dit, fais gaffe, Ulysse, là, c'est bien, t'es proche et tout, mais attention à pas tomber dans le copinage. Et ça n'a pas été le cas. Et la raison, tu viens de la donner, la raison, c'est le respect mutuel, en fait. Et c'est le respect du statut un peu aussi, de se dire, voilà, les élèves, ils m'appelaient pas, voilà, ils s'adressaient pas à moi comme un pote. Pourtant, il y avait une complicité énorme, il y avait une simplicité dans l'échange, il y avait vraiment, il n'y avait pas de trop de formalités en fait, pas trop de oui maître blablabla avec du vouvoiement etc. Moi j'avais des CM1 cette année, ils pouvaient très bien me tutoyer, mais je savais que enfin, tu vois il y a plein d'aspects qui se mêlent, il y a le tutoiement, il y a la façon de s'adresser au maître, il y a ce qu'ils se permettent de dire. Par exemple moi je sais que des fois quand on était en seul à seul, ils savaient qu'ils pouvaient me faire confiance, donc des fois ils me racontaient forcément des problèmes personnels ou des choses qui les touchaient. Et ils savaient qu'avec moi, ils avaient rien à craindre, que j'étais systématiquement là pour aider et que j'allais pas crier sur tous les toits les problèmes de X et Y. Donc c'est vraiment toute une conjonction de facteurs qui font que voilà, tu gagnes un climat de classe serein et après ça découle sur la qualité des apprentissages et tout le monde en profite quoi. Donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses cette année que je vais garder pour les années suivantes, c'est Et sûr. sur l'épanouissement de chacun, autant bien des élèves que de l'enseignant. Oui, bien sûr, c'est vrai que ça a été profitable pour eux et ça a été profitable pour moi aussi parce que je me levais chaque matin quand j'allais dans l'école là. J'étais sur j'avais deux postes cette année. J'étais sur à la fois une classe unique maternelle, petit, moyen, grand et une classe de CM1. Et quand j'allais dans cette classe de CM1, j'avais ouais, l'espèce de supplément d'âme qui faisait que quand j'y allais, j'avais vraiment hâte que la journée commence. Je voulais vraiment passer ce temps voilà dans ce cercle fermé là et je savais que bon, voilà, forcément, il y a des journées qui sont un peu difficiles parce que j'avais 30 élèves, donc forcément, ils sont pas concentrés, toujours opérationnels tout le temps comme je le voudrais, mais c'est pas des robots, hein, c'est des gamins de 9-10 ans, donc Oui. mais tu vois, ça, je l'avais intégré et je sais pas, à force ils finissaient par me connaître et je finissais par les connaître quasiment par cœur, donc voilà, tu trouves des astuces pour gagner du temps, pour capter leur attention, et puis, encore une fois, d'être gentil sans être une serpillière sur laquelle on s'essuie. Tu vois, c'est tout l'équilibre à trouver. Et à la fin de l'année, enfin, c'est dommage, il y a eu le confinement, mais même au retour de confinement, j'ai bossé avec 12 gamins, puis avec tous les gamins à partir du 22 juin, parce que les 2 dernières semaines, il fallait qu'on les récupère tous. Et même là, j'ai senti que le truc ne s'était pas perdu. Ce qui s'était instauré jusqu'à la mi-mars, là, ça s'est pas perdu. Et enfin ouais, c'était vraiment une très bonne leçon pour moi. Ça m'a, ça me donne envie de continuer à procéder comme ça, en améliorant les petits détails qui peuvent s'améliorer. Mais je veux dire, la base, je pense que cette année, je l'ai vraiment trouvée. Et c'est super bien pour le futur. Ouais, c'est important de partager ce genre d'expérience parce que ça permet aux futurs lauréats et à ceux qui vont se lancer dans le métier d'avoir une autre vision aussi des choses, autre que ce qu'on peut lire parfois sur les réseaux sociaux. Donc, Tu fais allusion à des témoignages de gens qui disent ouais, je suis dégoûté du truc, je regrette de m'être lancé dedans. Tu fais référence ouais, à ça ou par exemple. Mais ouais. après, tout est tellement différent d'une ville à l'autre, d'une école à l'autre, d'un remplacement à l'autre. On peut pas juger sur. C'est clair. Oh oui. Et puis la hiérarchie joue pour beaucoup aussi. C'est vrai que moi, bah, sans m'étaler dans le détail parce que j'ai un devoir de réserve, mais voilà, ma première année, j'ai une mauvaise expérience avec ma hiérarchie. Et là, cette année, ça a été complètement l'inverse. Je suis tombé sur des gens hyper bienveillants, les tuteurs, l'inspectrice à la fin qui m'a fait l'inspection finale là, super bien passé. Et d'ailleurs, j'ai une chance incroyable, c'est que quand j'ai passé le mouvement, Mhm. j'ai eu mon vœu numéro 37 sur 40, donc c'était plutôt vers la fin de ce que je voulais, mais je suis tombé comme titulaire de secteur dans la circonscription où j'étais cette année. Donc là, c'est génial, tu vois, je vais garder la même inspectrice, les mêmes conseillers pédagogiques qui sont d'une grande qualité. Et ça joue aussi. On fait pas ça pour la hiérarchie, certes, mais même si là on les voit que deux, trois fois par an, peut-être quand on est titulaire, ça fait quand même plaisir de savoir qu'au-dessus de nous, il y a une équipe solide, avec des gens compétents, bienveillants, etc. Tout à fait. Du coup, pour revenir un petit peu au parcours qui t'a amené à devenir enseignant, tu as passé le CRPE à 2 reprises.
Oui, c'est ça. La première fois que tu l'as passé, c'était en C'était en 2017, 2017, c'est ouais. ça? Alors, si je me replonge dans cette époque, putain, ça me paraît loin déjà, alors que c'était il y a 3 ans, mais l'époque là, bah, comme je t'ai dit, je travaillais toujours à la radio. Donc, c'est-à-dire que là, cette année-là, je bossais à la radio. Quand t'es à Radio France, quand t'es pigiste, ton travail c'est tous les week-ends déjà. Donc, je travaillais tous les samedis, tous les dimanches, tous les mercredis, parce que t'es là pour compenser souvent, genre une maman qui est à 80%, ou enfin voilà, des aménagements de contrat que les titulaires ont, parce que moi j'étais pas titulaire, j'étais pigiste, donc en gros tu fais comment dire, bah tu vois les titulaires mobiles, les titulaires Ouais, voilà qui font des remplacements ponctuels, machin, c'est un mélange entre ZIL et TMBD quoi. Si je sais pas si pour toi c'est le d'accord. même, toi t'as les mêmes que C'est toi, pour ceux qui nous écouteront, ZIL, pour moi, c'est ceux qui remplacent des remplacements voilà. courts. Et après, sur l'autre poste, c'est par exemple, on va compléter une décharge de direction, ou par exemple, une personne qui a 80% sur son poste, on va faire les 20%, combler les 20%. Voilà, ah, ça, c'est plus TRS. Pour moi, TMBD, c'est titulaire mobile en brigade Ok, départementale. En gros, ça, c'est le niveau suivant auquel j'aurais accédé si j'avais continué à Radio France. C'est que là, tu vois, j'étais que dans une ville. J'ai bossé que à Grenoble et après, j'étais que à Metz. Mais quand t'es ce qu'on appelle sur le planning de Radio France, après, tu bosses. Genre, tu fais 3 jours à Quimper, 2 semaines à Lille, 6 mois à Marseille. Après, tu vas te refaire une semaine à Nancy. Tu vois, tu as des contrats de durée totalement aléatoire d'accord. pour enfin voilà, des lieux aléatoires et des durées aléatoires. Ça peut être dans les 44 France Bleu de France. Tu peux aussi bosser à France Info, France Inter, France Musique. Enfin bref, je te passe les détails, mais voilà, c'est pour te faire la comparaison. Et, euh, et donc voilà, à l'époque là, je bossais que à France Bleu à Metz quand j'ai préparé le concours. Mais voilà, je bossais tous les mercredis, tous les samedis, dimanches, plus des fois un lundi, un mardi ou tu vois, n'importe quel jour de la semaine, selon les besoins du chef. Et donc, C'est comme ça, tu vois, c'est le système. Ce qui faisait que c'était le temps là dont je disposais pour préparer le concours. Alors je sais pas, lundi, mardi, je bosse le concours, mercredi, je bosse à la radio, jeudi, je rebosse le concours, et puis vendredi, samedi, dimanche, je bosse à la radio. Donc j'avais très peu de temps libre parce que voilà, en plus la radio quand tu bosses, soit tu bosses en matinale et ça c'est encore pire parce que ça t'explose complètement, tu te lèves à 3 du mat, ou alors tu bosses en journée mais tu fais du 9h 20h facilement. Donc voilà, ça laissait pas un temps excessif pour préparer le concours. Bref, je suis allé au bout, j'ai eu les écrits. J'ai été meilleur aux écrits à ma première tentative qu'à la deuxième. Ça, c'est quand même assez comment tu, comment tu exceptionnel. l'expliques ça? J'ai, Franchement, je sais pas. Je pense que c'était peut-être le sujet qui m'avait plus inspiré à la première tentative qu'à la deuxième. Et moi, ça m'avait choqué la deuxième fois parce que je m'étais dit, c'est ouf. J'ai bossé plus et j'ai eu plus de temps à ma deuxième tentative qu'à ma première. Je vais expliquer pourquoi dans un instant. Mais ouais, bref, la première fois, j'ai eu 28,5 en maths et 28,75 en français sur 40. Et après, aux oraux, ça n'a pas été suffisant. Combien j'avais eu? 18 sur 40 en EPS, 25 sur 60 en CSE et 26 sur 60 au dossier. J'avais pris en histoire la construction européenne en CM2. Et voilà, j'avais passé tout ça, ça avait été insuffisant. J'avais fait liste complémentaire. J'étais 66e sur la liste complémentaire. Et ils avaient ouvert la liste, mais ils avaient rappelé que les 45 premiers. Donc en gros, sur les 240 points, quand tu mélanges toutes les Ouais. épreuves, il m'en a manqué 5. Ah. J'avais les nerfs, putain, j'ai passé un été horrible. Ça se joue souvent à ça, très peu de points, et puis voilà, il faut prendre son mal en patience, mais rien lâcher jusqu'au bout, hein. Donc voilà, tu vois, la première année, bah en fait, pour les écrits, je bossais à la radio, mais comme j'ai arrêté la radio le 30 avril, pour les oraux, j'avais, entre guillemets, tout mon temps pour me préparer. Mais c'était pas suffisant, et l'explication, enfin, l'auto-analyse que j'ai faite, parce que, on t'envoie, tu le sais bien, on n'envoie jamais les candidats qui sont recalés, on ne leur donne jamais les raisons. Ils ne reçoivent Mm. jamais d'explications, ils ne reçoivent que les notes. Ils reçoivent pas, voilà, d'appréciation sur, et ça aiderait beaucoup de gens, je pense, hein, de recevoir ce truc. Moi, j'aurais tué pour l'avoir à l'époque. Mais bon, je l'ai pas eu, donc j'ai dû faire mon autocritique. Et je pense que tout simplement, ce qui a fait que je l'ai pas eu, c'est que je n'ai pas fait de stage l'année où j'ai préparé la première fois le concours. Je n'ai pas fait de stage. Ouais. Je n'ai pas pu aller dans des écoles. J'ai pas, tu vois, je manquais de côté terrain, le côté pratique. Et je pense que ça se sent, tu vois, le jury le sent, si dans la façon de parler
Tu vois, genre dans l'oral de PS, l'oral de CSE, ça sent si la personne elle a traîné un peu dans le milieu ou pas. Ça se voit si t'es allé à l'école du coin de la rue ou non. Et donc moi c'était pas le cas, donc les notes étaient insuffisantes. Mais même si j'ai essayé de compenser ça par un bagage de théorique qui était ouf. Enfin, moi franchement mon bagage théorique était grand sur les 2 tentatives. La deuxième Ouais. fois encore plus. Mais là, la première, ce qui fait que j'ai échoué, c'est que voilà, pas assez de terrain. Donc, voilà, si je dois conseiller ça aux personnes qui vont passer le concours, pour les candidats libres, si vous êtes candidat libre, débrouillez-vous pour trouver un stage par vos propres moyens. Si vous êtes en master MEF, ce sera facile parce que les stages, on vous les donne. Les stages, voilà, c'est intégré dans le cursus. Vous n'avez pas à vous embêter à Mhm. trouver. Ça m'amène à la deuxième année où j'ai passé le concours. Et donc là, je me suis dit, bon, voilà, on va tirer les enseignements de cet échec. Donc, j'étais au chômage cette année-là. Tu vois, je m'étais dit, voilà, je prends mes indemnités que Radio France me donne. J'avais de quoi tenir jusqu'à... En gros, j'avais encore il fallait que je réussisse en un an, quoi. J'ai passé la première année, j'ai raté. À partir de mai 2017, j'étais au chômage et j'ai été couvert jusque août 2018. Tu vois, juste au moment D'accord. où, si je réussissais le concours, mes droits au chômage s'arrêtaient le genre 2 semaines avant que je commence à être prof, au 1er Il y septembre. avait pas, il y avait plus le choix. Voilà, là c'était vraiment mission et je sais que j'avais pas pensé négatif, j'avais pas de plan B. Tu vois, c'était pour moi, je passe le concours et je l'ai cette année-là. Donc vraiment, je Ouais. me suis mis une grosse pression, mais pression positive. J'ai eu voilà, il y a de la chance et il y a du travail qui font que ça a marché la deuxième fois. Et j'en reviens à tout ce qui est stage. J'ai résolu le problème de absence de connaissances de terrain en allant à l'école au coin de ma rue. Les 2 écoles, il y avait une maternelle et il y avait une élémentaire. J'ai toqué à la porte des 2. Et puis j'ai dit bonjour, voilà, je me suis présenté, j'ai dit je passe le concours cette année, je suis candidat libre, j'ai pas d'organisme de formation pour me fournir une convention, etc. Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir une convention entre l'inspection, l'école et moi? Tu vois, une convention tripartite simple. J'ai demandé ça, ça a été accepté. Si ça avait pas été accepté, j'aurais tapé à la porte d'autres écoles, tu vois, Ouais. mais ça a fonctionné. Et comment je me suis dealé ça? Comme j'avais tout mon temps libre, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un stage à partir du retour des vacances de la Toussaint, donc début novembre, jusqu'aux vacances de février, donc genre vers le 20 février. Tous les mardis et tous les jeudis, j'allais dans ces 2 écoles. J'allais en élémentaire un jour et demi et j'allais en maternelle une demi-journée. Et j'ai fait ça, ouais, donc sur une amplitude de 4 mois à peu près. Et c'était trop bien parce que j'ai pu voir tous les niveaux, forcément plein de profs différents, plein de méthodes, de pédagogie différentes. C'était vraiment, là pour le coup là en termes de bagage de terrain, là je suis arrivé aux oraux, je savais que là bon, c'est une école, donc tu vois c'est un microcosme, ça représente pas toutes les écoles de France forcément, mais au moins ça donne un bagage, ça donne un truc. Et donc j'étais en stage le mardi et le jeudi et je préparais le concours tout seul chez moi avec voilà des ressources que je créais moi-même ou que je trouvais sur le vaste océan qu'est Internet. Je faisais ça le lundi, le mercredi et le vendredi. Et le week-end, je faisais rien, c'était repos. Et c'était super, c'est vraiment un équilibre parfait, tu vois. Genre lundi, tu bosses le concours chez toi, mardi, t'es en stage dans une école, mercredi, tu refais concours, jeudi, t'es à l'école, vendredi, tu refais concours, et basta. Et week-end repos, et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Et enfin voilà, tu vois, c'est pour l'équilibre, pour le fait de pas péter un plomb, c'était bien, parce que l'année passée, tu vois, au final, t'es que entre tes 4 murs, Mm. tu vois pas une vraie classe, t'es pas vraiment connecté, quoi. Ton esprit, il s'imagine ce que c'est, tu bouffes des bouquins, mais t'es pas sur le terrain. Tandis que là, des fois, je pouvais voir un truc en théorie le lundi et le voir appliqué en classe le mardi. Donc voilà, Ouais, c'est top en plus pour fixer les connaissances. c'est super important, comme tu dis, d'avoir une vision de l'enseignement sur le terrain, parce que c'est des choses que, comme tu dis encore une fois, c'est des choses qu'on s'imagine quand on est tête sous le guidon, quoi. On est à fond sur tout ce qui est théorique, très théorique, et en fait, au final, ce que demande le jury, c'est des choses qui sont plutôt d'ordre pratique, mais que t'as pas vécu encore, parce qu'ils veulent voir si tu es capable d'avoir une classe 2 mois après. Voilà. Et ils veulent savoir si tu es capable de te projeter dans cette situation. Et c'est pour ça que les stages pratiques, c'est ce qu'on a en MEF, en master MEF, nous.
Mais quand on est candidat libre, très peu de gens, je pense, savent que c'est possible d'aller faire des stages. Et c'est important que tu le redises encore une fois et d'y aller même au culot, d'aller demander, d'aller toquer aux portes, de téléphoner et tout simplement de montrer qu'on a envie. Je pense que c'est le plus important. Bah oui, moi c'est ce que j'ai fait. T'arrives en étant simple, courtois, poli. Tu montres ton intention Tu vois, faut montrer une double intention. Faut montrer l'intention voilà, tu montres que tu es motivé, que tu es vachement intéressé, t'es punch, t'es dynamique, etc. Mais aussi, il faut montrer que t'es pas là voilà, pour être un encombrant, si je puis dire. Parce que des fois, Mm. tu peux être trop envahissante et les profs, ils ont pas que ça, ils ont d'autres chats à fouetter, tu vois. Moi, je me disais, je suis invisible. Voilà, vous me mettez au fond de la classe, moi je suis là, je gratte, je note plein de choses, euh, voilà, qui n'intéressent que moi. Je suis là au fond et voilà, si vous avez besoin de moi ou si vous voulez me montrer un truc, vous le faites. Mais moi, je vais pas être voilà, de dire, tu vois, poser 1500 questions. Voilà, je le fais si je sens que je suis invité à le faire, que je suis bienvenu. Mais si je sens, des fois je le voyais, genre avec certaines maîtresses, elles me disaient, ouais, vas-y, hésite pas, pose-moi plein de questions, donc je le faisais. Mais des fois, je sentais que c'était bon, voilà, je suis toléré, je suis accepté, donc je vais au fond de la classe, je regarde, mais je viens pas déranger la maîtresse chez qui je suis invité. Donc voilà, faut trouver un peu un juste équilibre entre tout ça. Mais c'est vrai que c'est assez méconnu, le fait de pouvoir faire des stages en candidat libre sans organisme de formation. Moi, à l'époque, je savais pas vraiment. J'avais acheté que j'avais envie de faire un stage. Donc je me suis dit, bah voilà, mon métier d'avant consistait à démarcher les gens, à se montrer avenant et justement à chercher les contacts et à se débrouiller tout seul. Donc j'ai juste fait ça pour dégoter ce stage et j'ai réussi à le faire. Donc voilà, si vous nous écoutez, que vous êtes candidate libre et que vous savez pas trop comment vous y prendre, je vais vérifier ça tout de suite, mais j'avais créé un podcast là-dessus. Tu tapes stage candidat libre CRPE dans la barre YouTube et il y a un podcast qui sort en premier. C'est un que j'ai fait il y a 2 ans justement. J'avais donné mon témoignage et j'avais donné des conseils pour trouver un stage en école primaire. Donc voilà. Ouais, exactement. Ça me parle. Je Ah mettrai le voilà, lien parfait. dans la description du podcast pour que les gens puissent y aller directement. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit et moi qui me semble important parce que je l'ai vécu Hmm. cette année de préparation, c'est les week-ends off, de t'accorder des moments pour toi et pour lâcher prise entre guillemets. Ça a été très important pour toi de, de te donner cette possibilité de prendre ces week-ends. C'est très important, ouais. C'est vraiment important parce que sinon tu fais une boulimie. On est tenté quand on prépare le concours, surtout en candidat libre, et quand, je précise, comme moi, on avait tout le temps nécessaire. Tu vois, genre, j'avais pas de, parce qu'il y en a qui sont candidats libres et qui ont un emploi en plus. Bah, comme je l'avais fait à Ouais. ma première tentative. Donc ça, c'est encore plus chaud. Mais quand tu as tout ton temps libre, t'es facilement tenté voilà, de ne pas regarder, de ne pas compter ton nombre d'heures, et d'envoyer non-stop, mais ça te grille le cerveau, ça nuit à ton épanouissement personnel. Et je pense au bout d'un moment, tu finis par le ressentir et tu finis par, t'as des phases irrégulières. Et comme c'est un marathon, il faut être régulier. Ça, j'avais dit une fois dans un podcast, je sais plus quand, mais la régularité, c'est super important. Parce que sinon, t'es tenté genre, tu grilles toutes tes cartouches directes, tu grilles toute ton énergie, je sais pas, genre de septembre à janvier. Et à partir de janvier, t'en as marre, t'as plus d'énergie, t'as plus d'endurance. Et là, tu commences à décrocher, à être moins régulier, et à perdre toutes les connaissances que tu avais pris la peine de fixer en 3 mois. Donc non, il faut vraiment prendre son temps, être super régulier. Et moi, je m'étais fait un agenda. Je m'étais acheté on m'avait offert, d'ailleurs, c'était ma copine de l'époque qui m'avait offert un, un planning tout simplement pour fixer mes journées. Et là, je me rappelle très bien, à la fin de l'été, j'avais pris mon agenda jusqu'en avril, parce que les concours, les écrits sont toujours en avril, et je m'étais fixé semaine par semaine alors faut mettre un peu de tout, tu vois, tu mets genre le minimum syndical qu'il faut faire à chaque semaine, il faut mettre le bonus faisable ou pas selon le temps et selon l'envie que l'on a. Tu vois, comme ça, tu te garantis une base je sais pas, genre, si tu prends moi je préparais avec les hâtiers, tu vois, c'est le bouquin que tout le monde a soit les hâtiers, soit les Nathan quand on prépare le Oui. CRP. Moi, j'avais les hâtiers,
Donc j'avais pris le bouquin entier. Je m'étais dit bon voilà, il y a combien de chapitres à l'intérieur, et tu vois ça sur le nombre de semaines que tu as jusqu'au concours. Tu t'arrêtes 2-3 semaines avant la fin pour ensuite ne faire plus que des concours blancs. Bref, je m'étais calé tout ça. J'avais fait, tu vois, c'est tout con, hein, tu vois le nombre de chapitres, tu vois le nombre de semaines, tu fais une division, et voilà. Et puis après, chaque semaine, ça te fait un nombre qui est pas excessif. Et si tu es régulier et si tu ritualises beaucoup ta façon de travailler, genre que tu travailles toujours aux mêmes heures, que tu travailles au même endroit. Je sais que moi, par exemple, je me faisais 9-12 et je me faisais 14-17. Tu vois, ça te fait, c'est des horaires de bureau, en fait. Tu vois, 9h Exactement. midi, 14h, 17h. Voilà, ça te fait un 6 heures. Puis après, tu te ménages des plages horaires où justement tu travailles le concours sans vraiment le travailler. Genre moi, je me mettais des fois, bon vas-y de de 18 à 19, vas-y, je me regarde des vidéos ou je regarde des conférences sur tel ou tel sujet, ou alors juste je bouquine sur le concours des trucs, mais toi pas des bouquins ultra durs, tu vois, j'en ai juste voilà, genre un bouquin de CSE par exemple. Voilà, moi je m'étais genre les acronymes de l'éducation nationale, parce que Dieu sait qu'il y en a des centaines, tu sais, PAI, PPRE, PPS, etc., MDPH, bref, et puis tous les 10, la dyslexique, dyspraxique, etc. Il y a plein de ressources, tu vois, il y a 1000 trucs. Tu peux acheter des bouquins papier, tu peux lire des articles internet, tu peux checker des vidéos qui sont faites. Et puis c'est l'époque aussi où je me suis fait pour moi-même les fameux podcasts là, qui ont servi à des centaines, milliers peut-être d'autres personnes après moi. La voix du CRPE, comme on t'appelle dans le milieu. Voilà, c'est ça. À l'époque, j'insiste, mais vraiment, je l'ai fait que pour moi. Parce que moi, pour le bac, déjà à l'époque, pour la licence d'histoire, pour les concours d'école de journalisme, déjà à l'époque, je le faisais quand il y avait des quantités d'informations à retenir et des choses théoriques. Je savais que moi, je retenais tout ce que j'écoutais. Ah, tu vois, genre, moi, pareil pour la musique, quoi. Moi, je suis vraiment le jukebox qui sort les paroles de chansons à chaque instant, là, connaître des chansons par cœur au mot près, c'est mon délire, quoi, c'est ma façon de retenir. Donc je me suis dit bah vas-y, hein, je vais m'auto saouler. C'est limite un peu schizophrénique, tu t'écoutes comme si tu étais une autre personne, et voilà, je m'étais dit rien sans rien, hein, il y a que comme ça que je pourrais arriver solide et sûr de moi au concours. Même si encore une fois, je me répète, il n'y a pas que ça. Ça c'est un bagage, mais il faut en avoir d'autres. Faut arriver avec une élocution claire, faut arriver avec une gestion du stress. Là, je parle pour les oraux surtout, hein. Mhm. Élocution claire, gestion du stress, connaissance de terrain, connaissance théorique euh, sur papier ou tous les trucs qu'on a checké sur internet. Et c'est la synthèse de tout ça, tout en étant souriant, en montrant qu'on est une personne en harmonie avec elle-même, etc. Je pense que c'est tout ça qui a fait que, bah voilà, la deuxième tentative, si je dois parler de mes notes. Alors j'ai été moins bon aux écrits, je l'ai dit, j'ai eu 22 sur 40 en maths et 27,5 en français, au lieu de 28,5 et 28,75 la première fois. En EPS, je suis passé de 18 la première fois à 34 la deuxième fois. 34 sur 40, ça fait 17 sur 20. Donc voilà, déjà c'était un sujet sur la danse au CM1, avec des stéréotypes qu'il fallait casser, etc. Enfin, c'était un sujet un peu classique, c'est le genre de truc où tu parles de Billy Elliot, etc. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard, si jamais on décortique les épreuves. Euh, Ensuite, la CSE, bah voilà, de toute façon, la diff, elle se fait là. La diff, elle se fait sur l'épreuve EPS CSE. Sauf cette année où il y a eu le confinement et donc les gens ont eu que les écrits à passer et pas les oraux. Mais en temps normal, c'est l'épreuve d'EPS CSE qui soit te fait être admis, soit te fait être recalé. Donc 34 sur 40 en EPS, et j'ai eu 45 sur 60 en CSE, ce qui fait 15 sur 20. Ouais, c'est ça. 45 sur 60, c'est 15 sur 20. Donc voilà, tu vois, là c'était, je sais plus c'était un sujet sur quoi. Ah, c'était un classique, c'est les rapports entre les parents et l'école. Et voilà, le corpus de texte était assez inspirant. J'avais plein de connaissances à côté, de trucs, de situations que j'avais vues dans les écoles ou de trucs que j'avais lus et que j'avais étudié sur le côté théorique. Et bref, Mhm. enfin, voilà. Et puis tout s'est bien passé, toutes les planètes étaient alignées pour que ça marche. Et je l'avais senti, tu vois, il y a un feeling qui s'installe avec le jury là. Moi, c'est toujours un inspecteur et une conseillère pédagogique. Et voilà, enfin, c'était vraiment. Je suis sorti de là, tu vois, pas genre ouais, c'est bon, c'est dans la poche, mais je sentais quelque chose. Je sentais que là, il y avait une différence
flagrante avec la tentative précédente et je sentais tout ce que l'année écoulée avait pu m'apporter. Est-ce que le fait aussi d'avoir échoué, entre guillemets, une première fois, t'as pas mis plus en confiance quand tu es revenu sur les euros? Alors ça, c'est un point intéressant parce que je pense que ça dépend de ta personnalité, ta façon tu vois, on n'a pas tous la même réponse à l'échec. La Mm. réponse à l'échec chez certains, c'est défaitisme, abattement, et c'est ouais, ça me démotive et ça me donne ouais, je suis une merde, tu vois. Tandis que chez d'autres personnes, et je pense faire partie de la catégorie là, si je schématise à l'extrême, hein, mais voilà, le monde c'est jamais blanc-noir, mais là je le fais parce que ça simplifie la vision des choses. En ce qui me concerne, moi, c'est bah, déjà, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça avait foiré, et après, avec ce que j'ai déduit, je me suis dit, bah vas-y, bah alors là, tu sais, voilà, on va se muscle ton jeu, tu vois, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis musclé, tu vois, j'ai l'impression d'être allé à la muscu du cerveau toutes les semaines pendant un an. Donc après, quand je suis arrivé la deuxième fois, je me suis souvenu de la première fois, je me suis souvenu de le paraverbal aussi, tu vois, j'étais fébrile, je regardais pas assez dans les yeux de mes interlocuteurs. À un moment, je m'étais limite, tu vois, je m'étais braqué. Tu vois, c'est genre, tu parles un peu sèchement, tu, t'es pas, t'es pas agréable dans l'échange. Tandis Mm. que là, je me suis dit, quoi qu'il se passe, tu restes agréable dans l'échange, quoi qu'il en coûte. Même si c'est à base voilà, tu te forces à garder les deux pieds campés au sol, la colonne droite, mais pas comme un robot non plus, tu vois, avec un peu du relâchement, tu parles comme tu sais faire, tu parles avec un peu les mains, sans que ce soit parasite non plus, mais puis tu es persuasif. Il faut être C'est persuasif avant tout. c'est aussi créer un environnement propice à l'échange aussi pour vraiment créer une discussion entre le jury et toi, qui est important Exact. aussi. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai vécu et comme ça que je le recommande aux personnes qui passent le concours. Ne pas être braqué sur les questions qui peuvent être parfois agressives parce que le jury joue un rôle, mais c'est vraiment répondre de façon à créer un échange et une discussion, et c'est dans ces moments-là que ça se passe le mieux, généralement. Mais clairement, clairement, et je pense que là, il faudra que je vois, j'ai peut-être un podcast à créer là-dessus l'an prochain, sur justement parce que là, normalement, les oraux reviendront dès l'année prochaine pour le concours. Et il y a beaucoup de gens qui auraient le potentiel justement d'être admis, qui seraient sans doute de très bons enseignants, mais qui, ne sachant comment faire, quelle posture adopter aux oraux, bah justement, qui se font recaler et qui subissent un peu cette injustice. Donc ouais, c'est comme tu dis, faut créer les conditions. Donc faut connaître ces conditions-là et faut essayer de. Le jury, il est dominant. Le jury, il te domine, il a le dessus. Mais il y a des aspects où justement tu peux apprendre à en quelque sorte le dominer. Tu vois, où c'est là où tu orientes, tu tends des perches, tu mets le truc. Moi, je sais qu'à un moment, la deuxième tentative, le gars, l'inspecteur me pose une question et je réponds d'une manière, il s'attendait, c'est une réponse acceptable, mais je réponds d'une manière qu'il n'attendait pas. Et du coup, il dit, bon, je me rappelle, il l'a dit comme ça, il a fait, bon, je vois que vous maniez la langue à merveille, ce n'était pas là le sens de ma question. Et du coup, il repose sa question, et je réponds bien à la deuxième aussi. Et du coup, là, tu vois, c'est là que les points se marquent, c'est là qu'ils se disent, putain, on n'a pas affaire à un guignol en face, on a quelqu'un qui écoute, et puis tu vois, je prenais en compte tout ce qu'ils me disaient, je checkais leur paraverbal, je regardais leurs yeux, je regardais leur mimique aussi, tu vois, donc c'est un jeu, c'est un jeu de société le machin là. Donc tu sais, t'as le droit et justement, faut que tu sois acteur du truc, faut pas que tu le subisses. Si t'es là en position soumission, ils te fouettent avec un martinet et tout, déjà ça te met pas dans de bonnes dispositions. Mais faut pas tomber dans l'écueil inverse. Faut pas se dire j'arrive et je suis une grande gueule et monsieur je sais tout, tu vois. Ça c'est le danger. J'ai fait super gaffe à pas faire ça parce que comme j'avais bouffé tout un tas de connaissances et voilà, j'avais vu tellement de choses sur le terrain, j'ai dit écoute, faut pas que tu fasses voilà, à l'époque j'avais quoi à l'époque, bah, j'avais 25 ans quoi. Je me suis dit bon Ulysse, tu vas pas venir du haut de tes 25 ans et leur apprendre la vie quoi. Là t'es face à des gens expérimentés, très expérimentés même, qui ont enseigné avant toi, qui maintenant forment des gens, tu vois ou qui ont sous leur coupe tout un tas de personnes qui enseignent. Donc voilà, t'es pas face à des guignols quoi. Donc respecte-les, mais fais-toi respecter aussi et montre que t'as envie d'être dans leur équipe. Parce que c'est ça aussi le truc. Là, potentiellement, quand tu viens à l'oral du CRPE,
tu dois te faire prendre dans l'équipe. Voilà, faut penser comme ça. Parce qu'après, dans une circo, tu es un des profs et tu as affaire régulièrement au conseiller pédagogique. Et puis, tu as l'inspecteur ou l'inspectrice à qui tu as affaire de temps à autre. Il faut maintenir un lien voilà, de respect, d'égalité. Mais il y a toujours le truc de l'inspecteur, c'est mon N+1, c'est mon supérieur hiérarchique, donc il y a un truc différent. Et les conseillers pédagogiques, par contre, c'est des gens qui ont enseigné comme moi et qui maintenant sont là, bah voilà, comme leur nom l'indique, ils sont censés te conseiller. Donc, faut écouter ce qu'ils te disent, le prendre en compte, dire si tu comprends pas, etc. Mais tout ça, c'est du bon sens pour moi, mais je trouve ça important d'insister là-dessus. Comme tu dis, ce qui a fait la différence, c'était pas le théorique que tu avais déjà la première fois que tu l'as passé, c'est vraiment comment tu as pu te présenter devant le jury. Et on en revient à ce que tu disais au tout début de l'interview, c'est au savoir-être tout simplement, ce qu'on veut transmettre plus tard et c'est ce qu'on doit montrer au jury. Exact, ça doit transpirer. C'est même pas un effort particulier à faire, je trouve. T'arrives face au jury, et le jury, il a un flair. Le jury, il a vu des tas de candidats défiler. Donc toi, que tu le veuilles ou non, en fait, c'est ça qui est cruel quelque part. Mais et puis des fois, c'est encore d'autant plus cruel que ça dépend de ta forme du jour J. Parce que des fois, tu peux te planter une journée parce que c'est la journée où tu t'es mal réveillé, t'étais dans une sale humeur, et le jury s'est mépris sur toi. Ça peut arriver. Et d'ailleurs, moi, j'estime que c'est ce qui m'est arrivé à la première tentative. J'étais pas dans un bon mood, j'étais pas si bien préparé que ça, genre sur certains aspects, parce que la théorie je l'avais, mais la pratique je l'avais pas. Et la pratique de ce qu'est un oral, j'étais un peu rouillé parce que mes derniers oraux ils dataient de encore ça va, c'était récent, mais c'était 2 ans avant. Non, si, ça faisait longtemps, ça faisait 5 ans que j'avais pas fait d'oraux. 4 ans. Parce que c'est en 2013, j'ai passé les concours d'école de journalisme. Donc là, déjà, tu vois, c'est un peu un mode similaire au concours de prof des écoles. Dans le sens où tu es face à 2, 3 personnes avec qui tu vas être collègue et ou supérieur hiérarchique. Et, euh, et donc, tu vois, il y avait une pression, t'étais un stress de malade, il y a plein de questions qui fusent, il faut répondre vite. Donc ça, j'étais un peu entraîné. Mais j'étais pas entraîné à ce que sur le fond, voilà, ce soit des questions sur, voilà, faut prendre position aussi. Genre, vous êtes prof, voilà, vous avez votre classe de machin, il y a telle situation, pardon, il y a telle situation, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est ce qui te pose comme situation aux oraux de prof des écoles. Et j'étais pas forcément bien préparé pour répondre à tout ça. Donc ça a joué énormément aussi. Très bien. Est-ce que si tu avais des conseils à donner aux candidats, enfin, pour toi, quels ont été les sites ou des livres que tu recommanderais si tu en avais peut-être 3 à donner, qu'est-ce que ça serait pour les futurs candidats? Alors, on peut parler pour juste les écrits, juste les oraux, ou je te fais 3 pour chaque? Comme tu le sens, on fait 3 pour chaque, on va dire. Ouais, allez. Sur les écrits, pour moi, il y a une triade de choses qu'il faut avoir. Je dis une triade, mais il n'y en a peut-être pas 3. Bon, déjà, à mon avis, il faut soit les Hatier, soit les Nathan, qui sont divisés en tome 1 et tome 2. Tome 1, on va dire, c'est les connaissances pures, et tome 2, c'est la didactique, donc ça va être tout ce qui est le rapport au programme, tout ce qui prépare à la partie 3 des épreuves de maths et de français. Donc je pense qu'il faut voilà le Hatier ou le Nathan ou un autre éditeur si vous en avez, mais moi voilà c'est les deux qui reviennent le plus et les deux qui ont donné de bons résultats d'après ce que j'ai pu voir et d'après mon expérience personnelle. Mm. Et puis ce qu'il faut, c'est un bon truc faut une batterie d'exercices incroyable. Et ça, des fois, les Attends et les Natiers ne suffisent pas. Il faut une batterie d'exercices vraiment grande. Donc un truc d'anal. Je sais pas, souvent on me parle de Vuibert, par exemple. Ça, c'est un truc qui revient assez souvent. Donc prenez-vous un bouquin complémentaire en plus si besoin. Et après, franchement, euh, les concours des années précédentes, donc les annales pures et dures. Donc ça, il n'y a pas besoin de bouquins pour les avoir, tu les trouves sur le net. Ça, faut le faire plutôt vers la fin. Faut le faire à 1 mois avant de passer les écrits. Tu te fais tous les sujets depuis que le CRPE est dans sa mouture actuelle. Et ça, c'est depuis 2014. Tu prends, il y a 3 groupements. Il y en a même 4, je crois, parce que des fois, pour les Outre-mer, c'est le groupement C'est ça, 4. il y en a 4 parfois. Donc, tu prends 4 groupements depuis 2014. Ça, je l'ai donné dans un podcast aussi, ce conseil-là. Hein. Donc, je me répète pour certains, mais c'est pas grave. Mais 2014,
fois 4, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et là, il y aura même le 2020. 6 fois 4, 24, tu as au moins 24 sujets que tu peux te faire. Donc avec ça, il y a largement assez. Et l'avantage de faire des annales, c'est que tu vois des sujets qui correspondent vraiment à ce que tu vas avoir quand toi, tu vas le passer. Parce que souvent, dans les bouquins ou les organismes de préparation, là, c'est du style Fort Prof, Objectif CRPE, etc., ils te donnent des trucs qui sont un cran plus élevés, un cran plus difficiles que ce que tu as le jour du concours. Donc c'est bien tu vois, de partir d'un niveau très exigeant, comme ça le jour J, on va dire, t'es surpris que ce soit peut-être un peu plus accessible. Mais quand tu es candidat libre et que t'as pas forcément accès à des organismes comme ça, moi je recommande, c'est ce que j'avais fait, hein, de faire les annales, voilà, des concours des années d'avant. Ils sont publics, ils se trouvent. J'ai pas l'idée du lien ou du site sur lequel le trouver, mais si vous allez sur les groupes Facebook, vous demandez ça, quelqu'un vous donne le lien dans les 5 minutes. Donc voilà, pour les écrits, je conseillerais ça. Et pour les oraux, je déconseille les bouquins. Ça, je suis formel, hein. Je déconseille les bouquins de CSE, même les bouquins de PS. J'avais acheté des trucs qui m'ont pas servi tant que ça. Je m'en étais servi la première fois pour un résultat pas oufissime. Ce qu'il faut faire, c'est se créer soi-même sa banque de données. Et pour ça, il faut prendre des séquences. Pour le PS, je parle là, il faut prendre des séquences que tu trouves qui sont conçues par des conseillers pédagogiques de la France entière. Tu veux voir un truc sur le handball, bah tu te trouves une séquence de handball déjà faite. Tu t'en trouves plusieurs même. Et après, tu centralises. Tu te prends 4, 5 séquences de handball. Tu regardes les points qui reviennent à chaque fois. Tu regardes les différences. Tu notes. Et après, voilà, tu les lis 2, 3 fois chaque. Puis au final, tu sais, la logique commence à rentrer. Tu te fais ça pour chaque tu vois, il y a les 4 APSA qui sont donnés là, les 4 activités physiques, sportives et artistiques. En général, moi, qu'est-ce que j'avais? T'as toujours pareil, jeux et sports collectifs. Souvent, t'as danse, activité gymnique, activité aquatique, il est à chaque fois, donc tout ce qui est natation. Euh, Bref, tu te fais une banque de séquences pour tous les. Tu vois, tu te prends un truc de maternelle, tu prends un truc de cycle 2, tu prends un truc de cycle 3. Et après, voilà, tu les étudies, il n'y a pas de recette miracle, hein. Euh, et puis tout le bagage théorique en plus, au-delà de juste voir comment les séquences sont conçues, bah je recommande d'écouter mes trucs, hein. Les trucs que je me suis fait, j'ai fait mes recherches, j'ai voilà, définition de qu'est-ce qu'une activité, une activité gymnique, définition de qu'est-ce que la danse. Voilà, c'est tout con, mais c'est une définition que tu vas planter en introduction quand arrive le jour de l'oral. Donc voilà, je recommande ma chaîne, tout est bien rangé, il y a un onglet playlist. Après, bon, il y a que les 4 APSA que j'avais passé à l'époque, donc il y aura pas activité gymnique par exemple. Il y a que ce que j'ai fait pour la deuxième tentative de quand j'ai passé le concours. Qu'est-ce que Ça peut j'avais? donner des idées pour les candidats qui ont d'autres APSA de le faire aussi, peut-être. Bah pour les autres APSA, tout simplement, ouais, voilà, si vous avez activité gymnique ou course d'orientation par exemple, il revient pas mal de fois. Bah pour ça, c'est voilà, vous trouvez des documents, voilà, vous saignez Google ou tout moteur de recherche, vous tapez et vous allez vous centraliser pour vous taper votre définition avec vos mots à vous. Vous voyez c'est quoi la logique de l'activité en question, qu'est-ce qu'elle fait travailler, quelles compétences elle développe chez les élèves. Tu te gardes un onglet des programmes ouverts à côté pour voir tout ce qui est travaillé. Et puis après, tu manges des séquences, des séquences, des séquences. Et tu vois aussi ce qu'il faut travailler sur le sujet de PS en général, c'est souvent la même chose, c'est il y a un problème. Tu vois, genre on me dit en cours d'orientation, vos élèves ne savent pas, je sais pas, ils se repèrent bien dans l'espace, mais ils peinent à faire en sens inverse un trajet qu'ils ont fait. Enfin voilà, ils font le trajet aller et ils n'arrivent pas à faire le trajet retour. Que proposez-vous pour remédier à cela? Et voilà, et ben c'est là, si tu as checké plein de séquences, c'est là que tu peux proposer justement des modules, des activités, voire même plusieurs séances, des fois même une séquence complète. Ils te demandent de faire une trame de séquence complète. Et ben voilà, là, ça te donne des idées pour, face à ta feuille blanche, le jour J, et dire, bon, alors, qu'est-ce que je ferais, moi, si j'avais cette situation-là en classe. Donc, voilà ce que je conseillerais pour le PS. Et pour la CSE,
franchement, tu centralises toutes sortes d'infos sur toutes sortes de thèmes. Et ça, c'est un gros travail que j'ai fait tout l'été entre mes deux tentatives du CRPE. Et ça a donné tout simplement une playlist que j'ai mise aussi sur ma chaîne. Donc voilà, tu vas dans l'onglet playlist. Je suis en train de le faire en même temps que je te parle. Là, il y a la playlist CRPE CSE. Voilà. Il y a combien j'en ai fait? J'en ai fait 50, 52 là. Il pourrait même y en avoir plus. Et c'est des podcasts qui font en général 10 à 30 minutes pour les plus longs, quoi. Mais ça, pareil, dès que tu passes les écrits, tu les écoutes de temps en temps, c'est super familier. Et franchement, rien qu'avec ça, et je suis arrivé en CSE, je connaissais un tas de termes, un tas de choses techniques. Et justement, ma crainte, elle était pas sur ça. Ma crainte, elle était sur les questions que le jury allait me poser, et justement où ce serait pas du théorique, où ce serait de la prise de position. Mais tout ce qui était théorique, je disais, allez, venez là, je vais vous donner ce que vous voulez là, si vous me cherchez. Donc, donc voilà, c'est tout ce que je peux conseiller. Après, en CSE, c'est beaucoup le terrain et le fait de faire des stages qui va jouer, parce que le théorique, si tu écoutes ma playlist en entier 5 fois, ce qui est largement faisable sur une année, même 10 fois, et ben voilà, là t'arrives tranquille, hein, tu connais les termes, tu connais les procédures, tu connais, tu vois, je vais te donner tous les trucs que j'ai fait là. Bon, déjà une méthodologie de l'épreuve, le référentiel de compétences, comment c'est structuré l'éducation nationale, l'administration, comment tu fais le passage redoublement, le saut de classe, les rythmes scolaires, tous les acronymes PPRE, PPS, machin, droits et obligations des enseignants, tous les parcours, tu sais, parcours citoyen, parcours éducatif de santé, parcours d'éducation artistique et culturelle. Bref, tu vois, 50 000 trucs. Un truc sur les ATSEM, je déroule un peu mon fil pour voir ce que j'avais fait là. Un sujet sur l'évaluation, mais ça, je pourrais faire une conférence de 3 heures sur le sujet. Les devoirs à la maison, les 10, dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, etc. Bref, tu vois, c'est sans fin. Et c'est le problème avec cette épreuve-là, c'est que il n'y a pas de liste exhaustive. Ça, je l'ai déjà dit sur un autre podcast, mais tu peux pas atteindre le genre te dire, oh, je connais tout. C'est bon, je peux aller à l'épreuve, je connais tout. Non, dans tous les cas, tu peux pas tout connaître. Donc il faut accepter ça. Il faut aller à l'épreuve avec un bon bagage, un lourd bagage, mais il faut accepter des fois de répondre je ne sais pas. Ça, c'est un truc que j'avais pas compris à ma première tentative aussi. Le jury a une question, tu sais pas répondre, plutôt que d'inventer un truc fumeux et de les embrouiller là, dis, je n'ai pas de réponse à votre question. Il faut accepter de le faire. Pas plus de 3-4 fois, mais 3-4 fois sur une heure, tu peux le faire. Voilà, les derniers conseils que je donnerais sur... Très bien. Et pour toi, des projets pour la suite? Bah, ça va dépendre grandement de comment va se passer l'année à venir, parce que chaque année c'est toujours un départ un peu dans l'inconnu, et pour moi il y a toujours un équilibre entre le professionnel et le personnel. C'était aussi une des raisons qui a fait que j'ai quitté le journalisme, parce que tu vois avec mon rythme de travail et tout, tu vois tu sais jamais, tu peux être appelé du jour au lendemain pour bosser un jour, 2 semaines comme de week-end, 2 jours comme de nuit. Donc, tu vois, c'était pas, ça nuisait à mon épanouissement. Moi, mon but cette année, c'est de continuer d'être épanoui. Donc, ça va être une jonction entre, voilà, ma vie privée, familiale, l'école, toutes les classes que je vais avoir. Je vais détailler ça dans un instant. Et puis, moi, je suis très investi dans mon club de foot. Tu vois, je suis dans le conseil d'administration. Je suis joueur et il faut jouer tous les dimanches, se faire tous les entraînements 2 fois par semaine. Voilà, tout ça, ça demande du temps. Faut arriver à trouver l'équilibre. Donc mes projets pour l'année prochaine, c'est l'harmonie entre tout ça. Et mes classes, je vais te dire mes classes vite fait. Ouais. Je vais avoir une maternelle autisme le lundi, mardi. Ok. Je vais avoir un CE1 ordinaire, entre guillemets ordinaire, tu me comprends, le jeudi. Et je vais avoir une classe Ulysse le vendredi. Et c'est des Ulysse c'est spécialisé TSLA, c'est troubles spécifiques du langage et des apprentissages. En gros, c'est des élèves dysphasiques. Et D'accord. ça va être une grosse découverte pour moi parce que j'ai déjà eu des élèves qui relevaient de l'Ulysse, mais jamais de la dysphasie. C'est toujours de la dyslexie, dyspraxie, ça j'en ai vu beaucoup, mais jamais de la dysphasie. Donc grosse découverte. Un nouveau challenge aussi. Exactement. Et là, comme je suis titulaire de secteur, ça va faire que, bon, sauf si j'ai un poste au mouvement sur
une seule et unique classe l'année prochaine ou l'année suivante, parce que je repasserai le mouvement chaque année du coup, pour tenter d'avoir un, entre guillemets, mieux. Mais c'est pas grave si je garde le poste là, de titulaire qui fait des compléments, tu vois, qui complète les 80%, les 50%, etc. Je trouve ça intéressant parce que en tant que jeune prof, là je vais avoir 27 ans au mois d'octobre, je trouve ça cool de voir plein de choses différentes au début, plein de niveaux, plein de, tu vois, le spécialisé, la classe ordinaire, cycle 1, 2, 3. Comme ça, après, tu sais vraiment ce que tu aimes avoir à long terme. Et donc là, je pourrais me dire, bon, genre, je veux une classe de CM1 pendant des années et des années, et c'est là que je serai le mieux. Tu vois, là, je me laisse le temps de le savoir et de me renseigner sur tout ce qui existe. Eh bien, je te remercie Ulysse pour cette interview. C'était un plaisir de t'avoir. Ben je te remercie, ouais, c'était un plaisir d'échanger avec toi, c'était super intéressant, question super super pertinente, donc voilà, avec plaisir mon gars. J'espère que ça va apporter des réponses et puis de la motivation aux candidats aussi. Et voilà, je vais mettre encore une fois, je mets le lien de tes podcasts et de ta chaîne YouTube en description. Et puis, comme toujours, c'est important chaque année de redonner ces liens-là pour que les nouveaux candidats partent du bon pied, on va dire. Oui, voilà, c'est forcément les candidats qui ont déjà passé une fois ou deux le CRPE, là je commence à être entre guillemets connu dans ce microcosme, mais c'est vrai que là, quelqu'un qui passe le concours cette année, et pour la première fois, il a peut-être pas. Je me rappelle moi quand j'ai passé la première fois le concours, j'étais pas assez. Je manquais de guidage, tu vois. Quand t'es candidat libre, surtout, t'arrives dans cet océan de trucs, tu sais pas sur quoi te focaliser. T'as un océan de ressources à disposition. Voilà, ce que je fais, c'est voilà, ma chaîne au moins, ça permet de cadrer un peu plus. Je donne des méthodologies claires à chaque fois et des conseils ciblés. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider encore beaucoup de monde. Super. Je te remercie Ulysse. Et à une prochaine fois, sans doute, si tu as des nouveaux projets, des nouvelles choses à échanger, ce sera avec plaisir. À bientôt. Merci à toi, Gab. Avec plaisir. À bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que tu as apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de CRPE Success. Si tu souhaites que je continue à partir à la rencontre des lauréats du CRPE, encourage-moi à faire vivre ce podcast en laissant un commentaire et en aimant cette vidéo. Cela me permettra d'améliorer et de t'offrir davantage de contenu. À bientôt!